Bonjour, bienvenue dans le podcast Comprendre le monde, 9e saison, et j'ai le très grand plaisir de recevoir pour ce premier numéro André Chang, vice-président du comité franchise, qui m'a déjà fait l'amitié et l'honneur d'être venu l'an dernier. Bonjour André. Bonjour Pascal. Un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai important dans le nord de la Chine. Le 3 septembre, un très grand défilé militaire. Ce qui a surtout surpris, c'est la présence du Premier ministre indien Narendra Modi à ce sommet. Mais l'an dernier, tu m'avais dit qu'en fait, Trump est en train de défaire ce qu'avait fait Biden, notamment d'attirer l'Inde vers les États-Unis pour contrer la Chine. Trump a finalement défait ce que Biden avait fait. Ah bah oui, alors là, je dois avouer que pour moi c'est une, immense surprise parce que je n'ai pas compris vraiment la rationalité, donc de cette décision. Alors je ne fais pas partie des gens qui considèrent que Trump est un imbécile et qui fait n'importe quoi. Donc Trump a sa propre stratégie, mais là, j'avoue que je n'ai pas compris parce qu'effectivement, toute la stratégie, mais qui remonte au pivot sur l'Asie, donc de Barack Obama, consistait à essayer d'isoler la Chine et en tout cas à encercler la Chine. Je te rappelle que c'est la raison principale d'ailleurs pour laquelle je pense que, la Chine maintient des relations aussi amicales avec la Russie, parce que si jamais la Russie basculait dans le camp occidental, à ce moment-là, la Chine serait, entièrement entourée par des pays hostiles et Trump vient de créer une brèche monumentale dans ce dispositif parce qu'en punissant, l'Inde et surtout en humiliant, Modi de la façon dont il a voulu le faire, alors que Modi, comme tu le sais au départ, avait, vraiment, plutôt des attitudes favorables à Trump. Il est allé le voir, enfin ils se rencontraient avec beaucoup d'amitié. Donc, me paraît, une décision incompréhensible. Mais ceci dit, le rapprochement entre l'Inde et la Chine n'est pas une nouveauté et ça fait déjà, pas mal de mois et même quelques années, qu'on le sentait venir. En tous les cas, ce sommet est un succès incontestable pour Xi Jinping. Alors, succès incontestable, bon, l'histoire nous le dira. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en effet, il a frappé les esprits, parce que, il a pu rassembler, toute une série de gens et surtout, il a, enfoncé un coin, dans, l'idée que le monde, se partageait entre les pays démocratiques et les pays autoritaires, puisque l'Inde, que l'on brandit comme étant la plus grande démocratie du monde, comme on le voit, n'a pas hésité à aller en Chine et à, manifester toute sa sympathie, que ce soit pour la Chine ou pour la Russie. Alors, tu disais l'an dernier, on avait ouvert déjà avec toi ce podcast, c'était avant l'élection de Donald Trump, on ne savait pas encore qui serait élu président, mais tu disais, tu mettais en garde sur le fait que si Trump était élu, ce ne serait pas forcément un affrontement entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que tu maintiens cette analyse aujourd'hui? Ah ben, plus que jamais. Alors à un certain moment, on m'a reproché, enfin on s'est moqué de moi, lorsque, Trump, a, mis, 145 200 de droits de douane sur la Chine en disant: «Ben voilà, enfin, si ce n'est pas une marque d'hostilité, qu'est-ce que c'est?» Ben on a bien vu ce qui s'est passé, ça n'a pas duré, très longtemps et l'exemple, que tu, citais avec l'Inde est, on ne peut plus éclairant. Officiellement, la raison pour laquelle les États-Unis, punissent l'Inde, c'est parce que l'Inde achète du pétrole à la Russie. Bon, comme tu le sais, la Chine achète autant, si ce n'est plus de pétrole à la Russie que l'Inde et pourtant la Chine n'est pas soumise aux mêmes sanctions. Donc on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures dans cette histoire et en fait, moi je suis convaincu, que, en réalité il y a, et ce que j'avais dit, l'année dernière, c'était une des si on peut dire des craintes, si on peut s'exprimer ainsi, que je manifestais, vis-à-vis de l'Union européenne. Moi, je pressentais qu'il y aurait un grand accord entre les États-Unis et la Chine et que si ce grand accord se faisait, la principale victime en serait l'Union européenne et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Parce que je suis convaincu qu'il y aura un grand accord qui est en train d'être négocié entre Trump et les équipes de Xi Jinping et que à ce moment-là, malheureusement, pour l'Europe, c'est l'Europe qui va en être la victime. Madame van der Leyen est venue dans le golfe de Monsieur Trump pour signer un accord qui est quand même largement présenté comme étant très défavorable pour l'intérêt européen.
et donc elle n'a pas réellement fait preuve de fermeté par rapport aux président américain. Alors qu'en se rendant cet été en Chine, au lieu de trouver un accord avec les Chinois, elle a été très dure en voulant passer pour quelqu'un d'intransigeante. Est-ce qu'elle a loupé une occasion d'élargir un peu des marges de manœuvre de l'Union européenne? Je pense que ça a été une erreur stratégique monumentale parce que j'ai toujours pensé que le meilleur moyen pour l'Union européenne de pouvoir résister aux assauts de Trump, c'est justement de menacer, ou de faire croire en tout cas, que l'Union européenne pourrait trouver un accord avec la Chine pour pouvoir contrecarrer les actions, de Donald Trump. Ce n'est pas ça qu'elle a fait, elle a fait l'inverse. Elle est allée en Chine, avant la rencontre avec Trump, et alors qu'elle aurait dû rester 2 jours, elle a réduit son séjour en un seul jour, où elle a tenu un discours très ferme et en faisant la leçon, une fois de plus, aux Chinois. Donc, Sur quoi? Les droits de l'homme, sur, sur l'Ukraine, enfin mmh, sur tous les sujets que tu peux mmh, connaître. Bon, sur, le fait qu'il était inadmissible que la Chine ait un excédent commercial aussi important avec l'Union européenne, enfin sur toutes sortes de sujets. Donc où elle a adopté une position que les médias européens, ont, glorifiée en disant: «Elle a tenu une position très ferme». Je pense qu'une des raisons pour lesquelles elle a tenu ce type de position, c'est qu'elle pensait qu'elle pourrait à cause de cela, avoir la faveur de Trump en montrant qu'elle était bien ancrée dans le camp occidental. Et puis il s'est passé ce que tu dis, c'est-à-dire cette humiliation de madame von der Leyen, donc en étant reçue dans le golfe privé en Écosse de monsieur Donald Trump. Madame von der Leyen n'a pas compris que Donald Trump, ne partage pas le monde entre pays démocratiques et pays autoritaires, il partage le monde entre pays faibles et pays forts. Et malheureusement, elle a montré que l'Union européenne n'est pas un pays, mais que c'est une entité faible. et donc, c'est on à la outre le fait de vouloir satisfaire les États-Unis, est-ce qu'il y a un prisme idéologique qui fait que l'Europe ne voit pas ses intérêts comme De Gaulle l'avait fait en 64, par exemple? Alors, je n'appellerais pas ça un prisme, idéologique, c'est un prisme, enfin, je ne sais pas si idéologique est le bon terme, mais je remarque en effet que les Européens sont à la recherche de la vérité. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, ils parlent de la Russie et de l'Ukraine, ils disent: «La Russie est l'agresseur, donc nous sommes, du côté de l'opprimé, du faible, celui qui a moralement raison». Ils ne le Bon, font pas pour Gaza. bon, je pense de l'Ukraine, bon, heu et sur l'Ukraine, ils sont du côté de la morale et ils sont du côté de la vérité. Bon, et c'est pareil au niveau, des relations commerciales avec la Chine. C'est-à-dire que l'Union européenne dit: «Beh, nous prenons des mesures contre les véhicules électriques chinois parce que nous avons la preuve scientifique que la Chine a subventionné de façon, outrancière et de façon injuste les producteurs, donc chinois de véhicules électriques et par conséquent, nous rétablissons l'équilibre». Donc pour madame von der Leyen, c'est une position, enfin pour l'Union européenne, c'est une position scientifique qu'elle adopte. Et elle n'a pas compris que nous ne sommes plus dans un monde où on recherche la vérité et la science, nous sommes dans un monde qui est un monde transactionnel. C'est un monde où il faut voir la réalité et même si la réalité ne nous plaît pas, ben, nous nous trouvons, devant ce type de situation. Donc plutôt la réalité que les principes, c'est ça? Mmh. Alors, je ne sais pas s'il faut s'exprimer ainsi, mais en tout cas, il faut quand même être réaliste. Mmh. Bon, j'utilise le mot de réaliste par rapport au mot de pragmatique, parce que pragmatique, ça signifie que, on a quand même un certain nombre de principes et puis on essaie de les accommoder. Bon là, je ne sais même plus effectivement si on peut parler de principe. Enfin, quand on discute avec Donald Trump, est-ce qu'on peut encore parler de principe? Mmh. Alors revenons-en, à Donald Trump et à la Chine. Finalement, ça se passe pas aussi mal que cela. C'est pas effectivement, comme tu l'avais annoncé, il y a des menaces, mais qui ne sont pas suivies d'effet. Il n'y a pas de conflit, et de la guerre n'est pas lancée. En fait, Trump est beaucoup plus exigeant, y compris par rapport à ses alliés européens, par rapport à l'Inde, par rapport au Japon, en termes commerciaux qu'avec la Chine. Écoute, heu, je pense qu'en effet, avec Trump, ce qui est important, il ne faut pas faire attention à ce qu'il dit, il faut faire attention à ce qu'il fait. Et quand on regarde ce qu'il fait,
force est de constater qu'il se montre beaucoup plus conciliant avec la Chine qu'avec pratiquement n'importe quel autre interlocuteur. Alors comment expliquer cela? Est-ce que, il a d'autres objectifs? Est-ce qu'il se dit, en fait, par réalisme, il sait qu'il ne pourra pas contraindre la Chine, alors que le grand paradoxe, c'est qu'il, exerce des contraintes, qui fonctionnent par rapport à l'Union européenne? Ah ben, je le pense. Mmh. Enfin, comme je disais, pour Trump, il y a des pays faibles et des pays forts. La Chine, il l'a vu, est un pays fort parce que tu as bien vu, lorsque il a imposé ces fameux super droits de douane contre la Chine est le seul pays au monde qui a véritablement résisté et qui n'ait pas cédé un seul pouce. Et finalement, c'est la Chine qui, pour l'instant, a tenu bon. Au niveau des symboles, tu citais, la rencontre, donc entre Trump et von der Leyen dans son golf, privé en Écosse. Et tu as vu ce qui s'est passé lorsque les Chinois et les Américains ont négocié. Ils ont 3 négociations qui sont tenues à Genève, à Londres et à Stockholm. C'est-à-dire que dans les 3 cas, la délégation chinoise est venue jusqu'en Europe et pareil pour la délégation américaine qui est venue jusqu'en Europe. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés à mi-chemin. Donc il était absolument hors de question, que les Chinois négocient cela aux États-Unis, par exemple. Mmh. Bon, encore moins dans le golfe privé de monsieur Trump. Donc c'est du niveau du symbole, mais le symbole a quand même de l'importance. Alors, outre les aspects commerciaux, un aspect majeur pour la Chine, c'est Taïwan. Et là-dessus, Trump semble moins ferme dans son soutien à Taïwan que ne l'était Biden. Il est vrai que quand on veut annexer le Groenland, on n'est pas trop regardant, sur, la protection de Taïwan. Heu, le je J'aurais tendance à dire que, Trump mérite son prix Nobel de la paix, non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de quelque chose qu'il n'a pas fait et dont il ne se vante pas d'ailleurs. Tu sais quel est un des événements que je trouve le plus important, qui s'est, passé au cours de cet été et que pas grand monde n'a relevé? C'est le refus de visa. Absolument. Mmh. On t'en parlait tout à l'heure, tu es la seule personne que je connaisse qui ait relevé ce détail, mais c'est essentiel. Alors Donc explique pour les je reprends auditeurs, l'histoire. oui. Le président d'Ottawa de Lethington voulait, faire un voyage dans les quelques pays d'Amérique centrale qui continuent à reconnaître l'indépendance de Taïwan comme étant une nation souveraine. Et la raison pour laquelle il fait cela, c'est parce que pour aller en Amérique centrale, il faut faire une escale technique et le meilleur moyen, c'est une escale technique aux États-Unis. Il avait demandé à faire une escale technique à New York à l'aller et en Floride, je crois, au retour. Bon. C'est ce que font tous les présidents taïwanais depuis des lustres. Et à chaque fois, ça marche. C'est-à-dire qu'il s'arrête aux États-Unis pour une escale technique. Bon, et à ce moment-là, il en profite pour rencontrer quelques personnalités. Alors, pas le président des États-Unis, mais enfin quelques personnalités politiques importantes. Bon. Et cette fois-ci, pour la première fois, Trump a refusé donc d'accorder un droit d'arrêt à Lethington, ce qui fait que Lethington a obligé de dire que donc finalement, il ne voulait pas du tout aller en Amérique centrale, c'était simplement une idée en l'air, mais qu'il avait trop de choses à faire à Taïwan. Mais c'est absolument essentiel. C'est essentiel parce que, tu comprends très bien, que la seule chance pour Taïwan de maintenir ne serait-ce que le statu quo, c'est d'être certain d'avoir un appui absolument donc intangible, absolument incontestable des États-Unis. Et comme tu le rappelais, quand on a posé la question à Biden à 2 reprises, si la Chine attaque Taïwan, est-ce que les États-Unis s'engageront aux côtés de Taïwan? Biden, à l'époque, à 2 reprises, a répondu oui. Réponse qui a été, dès le lendemain d'ailleurs, démentie par le département d'État, donc il a dit: «Mais c'est pas ce que le président voulait dire», mais à 2 reprises, il a répondu oui. Est-ce que tu penses que Trump, qui refuse donc même une escale de la SIE2, va répondre oui dans ce cas-là? Et ce refus d'escale qui est nouveau, qui est inédit, tout à fait d'IDI, est-ce que c'est pour toi un geste à l'égard de Pékin en disant: «Vous voyez, moi, Taïwan, ce n'est pas mon problème»? Ah bah, heu, c'est enfin, il ne l'a pas dit, il ne s'en est pas vanté, mais Tout le monde l'a enfin. c'est exactement ce qui se Mmh. passe. C'est exactement Surtout qu'il est en train, en fait, de faire perdre à Taïwan son atout majeur. La, le quasi-monopole dans, les puces électroniques et dans les microchips les plus sophistiqués, en attirant cela sur le sol américain. je vais encore plus loin que toi.
Je pense qu'en réalité, il y a une convergence d'intérêts entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi? Que veut la Chine? Que veut Xi Jinping? Xi Jinping veut ce que veut tout dirigeant chinois depuis 50 ans, au moins, c'est simplement la réunification Taïwan, réunie à la Chine. Donc ça, c'est clair. Que veut Trump? Trump veut, c'est son slogan, Make America Great Again. Bon. Et pour ça, Trump a compris qu'un des domaines dans lequel cette guerre allait se livrer, c'était la haute technologie. Et dans la technologie, la pointe de la technologie, c'est actuellement l'intelligence artificielle. Et dans l'intelligence artificielle, les deux sociétés qui sont en pointe dans ce domaine sont taïwanaises, dans la réalité. C'est TSMC et c'est NVIDIA, qui est en réalité une société taïwanaise, même si elle est cotée aux États-Unis et considérée comme une société américaine. Quel est le meilleur moyen pour que TSMC et NVIDIA aillent s'installer aux États-Unis? Ben, c'est tout simplement que Pékin prenne le contrôle de Taïwan. Parce qu'à ce moment-là, Trump va ouvrir l'Arizona et va dire au patron de TSMC et d'NVIDIA, ben, venez, on va créer un Taïwan donc, dans l'Arizona. Donc à ce moment-là, Trump aura réussi à non seulement faire investir ces sociétés, mais carrément à faire déménager ces sociétés de Taïwan vers les États-Unis, et la Chine aura pris le contrôle de Taïwan, ce qui plaira aux deux parties. Donc il y a une convergence totale d'intérêts entre les deux pays. Donc Trump ne s'opposerait pas à une prise de contrôle de Taïwan par la Chine, à l'unification qui est demandée, la réunification qui est demandée par Pékin depuis longtemps. Comment cela pourrait se passer? Parce qu'une guerre serait quand même dangereuse, y compris pour Pékin. Bien sûr, mais il n'y aura pas de guerre. Eh ben, tu vois, il faut voir le calendrier. Le calendrier est que les prochaines élections présidentielles taïwanaises vont se passer en janvier 2027. En janvier 2027, Trump sera toujours président des États-Unis. Bon. Et on va se poser la question à ce moment-là. Donc, que fait-on si on est taïwanais? Est-ce qu'on négocie avec la Chine, tant qu'il est encore temps, de façon à trouver les meilleures conditions possibles, donc en acceptant quand même la condition qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan fasse partie de la Chine? Ou bien est-ce qu'on reste mordicus sur les positions du parti DPP de Lai Ching-te en disant non, on veut absolument rien avoir à faire avec la Chine? Ce sont les Taïwanais qui vont décider. Si tu te places du côté de Taïwan et que tu sais que par conséquent tu ne peux tenir la position de DPP que si tu as un appui absolument fort et incontestable des États-Unis, est-ce qu'avec Trump comme président des États-Unis, tu vas avoir confiance en cela? Parce que si jamais il y avait une guerre qui se déclarait, la guerre en Ukraine, ce serait une querelle de jardin d'enfant à côté de ça. Donc ce sont les Taïwanais eux-mêmes qui vont décider. Bon, attendons janvier 2027. Mais en même temps, tu sais bien que le précédent de Hong Kong a refroidi les Taïwanais, qu'il n'y a plus qu'une petite minorité taïwanaise qui s'exprime officiellement pour la réunification et qu'ils craignent qu'un accord un peu de une nation de système ne soit pas respecté par Pékin. J'avais dans le passé expliqué que le choix qui se pose aux Taïwanais est un choix que l'on connaît dans la théorie des jeux sous le nom le dilemme du prisonnier. En fait, ils sont tout à fait je ne sais pas si j'ai le temps, mais je Oui, oui. résume le dilemme du prisonnier. Le prisonnier, on imagine un pays donc imaginaire dans lequel il y a un juge qui donc on fait prisonnier 2 voleurs. Et le juge, à ce moment-là, leur dit, donc on les sépare et le juge leur dit: «Bon, je vais être clément, je vais vous laisser le choix de votre peine. C'est vous qui allez choisir. Vous avez le choix entre demander la liberté ou demander à faire 10 ans de prison. Bon, et si vous demandez, et on suivra ce que vous allez demander. Mais il y a quand même une condition. C'est-à-dire qu'on va poser cette question à votre complice, avec lequel vous ne pouvez pas communiquer, bon. Et si vous demandez tous de la liberté, vous aurez la liberté. Si vous demandez tous 2 10 ans de prison, vous aurez 10 ans de prison. Mais si l'un demande la liberté et si l'autre demande 10 ans de prison, à ce moment-là, celui qui demande la liberté sera immédiatement exécuté. Et bien, la théorie des jeux montre, enfin, je te laisserai finir, que finalement, les 2 vont demander 10 ans de prison. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir l'optimum,
Donc, mais ils vont avoir ce qu'ils estiment de moins dangereux dans la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est exactement la situation de Taïwan. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pour les Taïwanais trouver un accord avec la Chine qui leur préserve. Alors, ce sera peut-être pas 50 ans donc d'économie, d'autonomie, pardon, comme ce qu'on avait promis à Hong Kong. Mais je te rappelle que même si on dit que maintenant un pays de système est fini, bon, ce système a quand même fonctionné pendant 25 ans. Même si on admet que maintenant c'est fini. Est-ce que tu connais beaucoup d'accords internationaux qui durent 25 ans? Alors, dans le duel quand même entre la Chine et les États-Unis, est-ce que la Chine n'est pas en train de progresser de façon encore très forte dans ce qu'on appelle le Sud global, y compris avec des pays présentés comme démocratiques, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui se rapprochent? Donc, on sent quand même que la politique de Trump, le paradoxe, c'est que il exerce une plus grande influence sur l'Europe alors qu'il ne les protège plus tellement, mais que dans le reste du monde, il y a de plus en plus un détachement par rapport aux États-Unis. La Chine adopte ce que j'ai appelé précédemment la stratégie de l'eau. Qu'est-ce que la stratégie de l'eau? Ben, ça consiste simplement à aller occuper tout l'espace. L'eau est très passive, l'eau n'est pas agressive. Bon, l'eau va simplement occuper tous les interstices que l'on connaît. C'est-à-dire que chaque fois que Trump donc a une action, et il en a beaucoup actuellement, donc qui choque un certain nombre de pays, eh bien la Chine va s'y mettre. Tout à l'heure, on a vu l'exemple de la Chine avec l'Inde. Bon, je peux te donner un autre exemple, c'est l'exemple avec le Brésil. Bon, tu sais, au mois de juillet, 10 juillet, Donald Trump a écrit une lettre donc, qui a publié Urbi et Orbi, en racontant qu'il allait punir le Brésil avec des droits de douane aussi extrêmement importants. Non pas parce que le Brésil a un excédent commercial excessif avec les États-Unis, puisque le Brésil est un rare pays à avoir rencontré un déficit commercial avec les États-Unis. Mais c'est parce qu'on est méchant au Brésil contre son ami Jair Bolsonaro. Donc, et c'est pour ça qu'on va punir le Brésil. Ça, c'était le 10 juillet. Quelques jours auparavant, le Brésil avait signé un accord avec la Chine pour mettre en place une étude de faisabilité pour construire une ligne de chemin de fer qui irait de l'État de Bahia sur l'Atlantique jusqu'au port de Chancay, donc au Pérou. Ce serait une ligne de chemin de fer qui ferait à peu près 4000 kilomètres et qui changerait complètement l'économie de l'Amérique du Sud si cette ligne se construit, mais on lance l'étude de faisabilité. Alors, si tu es brésilien, quand tu as un pays démocratique comme les États-Unis qui vient s'immiscer dans les affaires, qui dit: «Écoutez, là, ce que vous faites n'est pas bien, voilà, je vous punis à cause de ça», et que d'autre côté, tu as un État autocratique comme la Chine asiatique qui vient t'aider à édifier le pays, qui choisis-tu? Mmh. Et on pourrait, multiplier cet exemple. Donc finalement, au final, il y a à la fois une sorte d'accord tacite, mais pendant les négociations, la lutte continue pour la place, de numéro un mondial. Ah bah, absolument. Mais Trump joue de façon extraordinaire. Beh, revenons à Taïwan. Tu sais que récemment, il y a une délégation parlementaire américaine qui est allée à Taïwan pour soutenir Taïwan. Donc tu vas me dire, c'est en contradiction avec ce que je t'ai dit au niveau de Trump. Pas du tout. Trump gagne sur les deux tableaux. D'un côté, comme j'expliquais, à mon avis, il est en train d'avoir cette grande négociation avec Pékin, mais de l'autre, il est très content d'envoyer cette délégation parlementaire parce que qu'est-ce que va faire cette délégation parlementaire? Elle va inciter les Taïwanais à s'armer, à dépenser beaucoup d'argent pour acheter des armes américaines. C'est-à-dire que Trump va pouvoir en même temps faire beaucoup d'affaires en vendant très cher. Parce que l'aide américaine à Taïwan, elle n'est pas gratuite. Mmh. Les Taïwanais paient les armes américaines extrêmement, extrêmement cher. Bon, donc il va gagner sur les deux tableaux. Mmh. C'est ce qu'il fait, Trump. Et donc en fait, est-ce que par rapport à l'Europe, on a parlé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale du monde occidental. Est-ce que c'est encore un concept qui te paraît exister? Alors, le monde occidental est un concept qui me paraît toujours réel, mais qui est en train qui est en train de s'amenuiser. C'est-à-dire qu'à une époque, enfin, en fait, le monde occidental domine le monde, si on veut prendre un peu de recul, depuis 500 ans.
Bon, depuis en gros la Renaissance, je dirais depuis Galilée. C'est le monde occidental qui domine le monde. Bon, et comme 500 ans, ça fait quand même longtemps, on a pris l'habitude de penser que c'était, une situation, j'allais dire, naturelle. Bon, on est en train de se rendre compte que cette situation n'est pas naturelle et que le monde de demain est en train de changer complètement. Je te donne un autre chiffre qui me paraît très, très frappant. Tu sais qu'il y a une notion, très importante, que les Américains appellent le STEM. Encore un acronyme, STEM, ça signifie Science, Technology, Engineering, Mathematics. C'est-à-dire qu'il y a des statistiques qui sont faites dans tous les pays, voir combien il y a de diplômés de STEM dans chacun des pays. Donc intéressés par ces disciplines qu'on peut appeler les sciences dures. Bon. Eh bien, je vais te dire un chiffre, une image. Tu prends le nombre de diplômés de STEM aux États-Unis. Tu rajoutes le nombre de diplômés de STEM au Japon. Tu rajoutes le nombre de diplômés de STEM en Allemagne. Tu rajoutes le nombre de diplômés de STEM en France. Tu as le total. Tu multiplies ce total par 2 et tu as le nombre de diplômés de STEM en Chine. Et le seul pays au monde qui se rapproche de la Chine en termes de diplômés de STEM, c'est l'Inde. Tu vois? Les Américains, tu sais très bien, les fils ou les filles de bonne famille aux États-Unis, ils veulent faire des études de droit ou de médecine. Ils sont médecins ou avocats. Alors, j'ai plus grand respect pour les avocats et les médecins, mais les avocats, c'est pas eux qui vont créer de la haute technologie. Bon, on a bien compris que c'était la haute technologie qui va être véritablement le critère important du monde de l'avenir. Et de ce point de vue-là, ben, on voit bien que, tout indique que le monde à venir va appartenir aux Chinois et aux Indiens. Merci André pour ce constat lucide et particulièrement éclairant. Merci de ta participation. Merci Pascal.